J'ai raté tous des plaisirs du 6e arrondissement dont on parlait dans le monde entier. Le tabou. J'y suis allée une fois, je crois. Peut-être 2 fois. Mais non, je ne crois pas. J'ai regardé les 2 magots, le Flore, très peu, très peu. Dès que j'ai fait Hiroshima, que j'étais reconnue, ça a été fini. J'ai fui ces terrasses mortelles. Pourquoi? À cause de l'orgueil. J'étais trop petite pour aller dans des lieux où les femmes étaient grandes. J'étais habillée chaque jour pareillement. Je n'avais qu'une robe, noire, celle de la guerre, passe-partout. J'avais honte, comme souvent les jeunes gens, de ne pas être à la page. En somme, pour des raisons diverses, la honte recouvre toute ma vie. La première fois que j'ai vu Marguerite Duras, c'était rue Saint-Benoît. Elle m'attendait dans son entrée de son appartement, qui était assez petit d'ailleurs. Et puis elle m'a toisé, comme elle toisait souvent les femmes. Et puis après, elle m'a demandé de regarder comment elle était habillée. Et elle était très contente parce que je lui ai dit qu'elle était chic. Elle avait des petites bottes et elle avait une jupe assez courte. Et elle m'a dit « Hein, c'est pas mal ce que je porte là. » Eh ben, ça vient de Prise Unique, juste à côté, et en solde. Et ensuite, l'entretien a commencé. J'étais venue pour l'interviewer pour France Culture. Et en fait, il a continué longtemps parce qu'elle m'a invité à déjeuner. Et quand elle invitait à déjeuner rue Saint-Benoît, c'était dans sa cuisine. C'était une très bonne cuisinière. Et la cuisine, c'est un lieu très important pour elle. En 1942, Marguerite Duras s'installe avec son mari Robert Antelme dans un appartement loué au numéro 5 de la rue Saint-Benoît, dans le 6e arrondissement de Paris. Edgar Morin, l'ami de toujours, se souvient. Marguerite était la reine des abeilles qui préparait des plats vietnamiens, régentait tout et de plus trouvait le temps d'écrire. Elle invitait à déjeuner ou à dîner Bataille, Queneau, Camus, Merleau-Ponty, Claude Roy. Les dîners qui commençaient en interminables discussions se terminaient en chansons et en danse. Elle m'a fait visiter son appartement. Et elle a terminé par sa chambre, qui était un lieu d'écriture, un lieu à soi. Et je me souviens que ce jour-là, elle m'avait expliqué que pendant des années, notamment pendant les fameuses années après la guerre, du temps où elle vivait avec Robert Antelme, son premier mari, eh bien, elle recevait beaucoup, elle faisait des fêtes dans cet appartement de la rue Saint-Benoît, mais cette chambre où elle écrivait était considérée comme une chambre d'écriture uniquement pour elle. Parce que les copains, Dionys Mascolo qui va devenir son compagnon plus tard, mais aussi les autres, Edgar Morin, toute cette bande, d'ailleurs elle va l'écrire dans Les Yeux Verts, le hors-série des Cahiers du cinéma, elle n'était pas considérée par ses camarades comme une femme écrivain. Et on se moquait un peu d'elle, et elle a eu du mal, y compris auprès de ses amis hommes, à se faire respecter comme écrivain. Et elle n'osait pas fermer cette porte. Je me souviens qu'elle m'a dit « Je n'osais pas fermer la porte et tout le monde se moquait de moi parce que je voulais écrire. » Marguerite Donadieu publie son premier livre, Les Impudents, en 1943, sous le pseudonyme de Marguerite Duras. L'année suivante, Robert Antelme est arrêté et déporté. En 1945, Dionys Mascolo le sauve en le sortant mourant du camp de Dachau. Marguerite l'aide à revenir à la vie. En 1948, Dionys Mascolo vient vivre rue Saint-Benoît avec Marguerite Duras et leur fils, Jean Mascolo, dit Outa, né l'année précédente. Pour Marguerite Duras, seul l'amour maternel peut rivaliser avec l'écriture. C'est dans le square, près de l'église Saint-Germain-des-Prés, que chaque jour, elle emmène son enfant faire ses premiers pas. En 1950, Marguerite Duras écrit Un barrage contre le Pacifique. C'est la première fois qu'elle évoque dans un roman son enfance en Indochine.
Marguerite Donadieu est née en 1914 dans la banlieue de Saïgon. Elle a 2 frères un peu plus âgés qu'elle. Son père est professeur de mathématiques, sa mère institutrice. Mon père, je ne l'ai pas connu. Il est mort, j'avais 4 ans. Ma mère. Sa mère se retrouve veuve avec à sa charge 3 enfants. Ils auront une enfance libre, une adolescence de petits Vietnamiens. Elle a 16 ans, c'est la Sadek, de long du Mekong. La robe était verte. Là, j'ai 18 ans. En 1933, Marguerite quitte l'Indochine pour ne plus y revenir. Sa mère l'envoie à Paris suivre des études de droit et de sciences politiques. Vous écrivez en ce moment? J'écris tout le temps. Un livre déjà? Et même quand j'écris une lettre, pour une réclamation, pour le téléphone, j'écris. Je peux pas m'arrêter. C'est vrai, c'est ce que je vous dis. Après, je fais une deuxième lettre moins longue. Que la première est toujours trop longue, un peu déplacée. Ça me traite pas très bien dans la vie. C'est vrai, je me traite pas très bien. Ce sera votre dernier livre, La pluie d'été? J'espère que non. Non, vous savez, je peux pas. On n'arrête pas d'écrire. Verrez-vous. On n'arrête pas, on peut pas. En 1957, avec les droits d'adaptation au cinéma de Barrage contre le Pacifique par René Clément, Marguerite Duras achète une maison à Naufle-le-Château, dans les Yvelines. Pendant des années, j'ai été entre les maisons de Nauve, de Trouville et de Paris. Si je m'installais quelque part pour y passer l'été, c'était plutôt à Naufle-le-Château, où je connaissais tout le village. Je n'ai jamais été là où j'aurais été à l'aise. J'ai toujours été à la traîne, à la recherche d'un lieu, d'un emploi du temps. Je ne me suis jamais trouvée là où je voulais être, sauf à Naufle, peut-être, pendant certains étés, dans un certain malheur heureux. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais posséder une maison neuve. À Naufle, la maison, ça a d'abord été 2 fermes bâties un peu avant la Révolution. En 1958, elle m'appartenait. J'y ai pensé jusqu'à la douleur, certaines nuits. Il y avait eu 9 générations de femmes avant moi dans ces murs. Toute la maison était lissée, frottée aux angles des portes par le passage des corps, des enfants, des chiens. Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin. Je connais tout. Je connais la place des anciennes portes. Tout. Les murs de l'étang. Toutes les plantes. La place de toutes les plantes. Même les plantes sauvages. Je connais la place. Tout. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie. On vient chercher un rassurement. Oui, il se passe autre chose que tout ceci qui est courant, enfin, de la sécurité, le rassurement, la famille, la douceur du foyer, etc., etc. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite. Toutes les humeurs suicidaires. C'est un tout, hein, c'est que les gens reviennent chez eux pour mourir d'habitude, vous voyez. Ils préfèrent mourir chez eux, ils préfèrent... dès qu'on est dans un certain marasme, on veut rentrer chez soi. C'est un lieu mystérieux, la maison. Et le fait que la femme soit en elle-même une demeure, la demeure de l'enfant, quel est ce sens-là de la protection par son corps,
de cet entourement, si vous voulez, de l'enfant par son propre corps. Ce fait-là ne doit pas être étranger à la façon qu'elle a d'être insérée elle-même dans l'habitat, dans sa demeure. C'est sûr. À Naufle, souvent, je faisais de la cuisine au début de l'après-midi. Ça se produisait quand les gens n'étaient pas là, qu'ils étaient au travail ou en promenade aux étangs de Hollande, ou qu'ils dormaient dans les chambres. Alors, j'avais à moi tout le rez-de-chaussée de la maison et le parc. C'était à ces moments-là de ma vie que je voyais clairement que je les aimais et que je voulais leur bien. Souvent, les provisions étaient là, achetées du matin. Alors, il n'y avait plus qu'à éplucher les légumes, mettre la soupe à cuire et écrire. Rien d'autre. J'avais fait une liste des produits qu'il fallait toujours avoir à la maison. Il y en avait à peu près 25. On a gardé cette liste, elle est toujours là, parce que c'était moi qui l'avais écrite. Elle est toujours exhaustive. En somme, on part avec une méfiance de soi, avec une culpabilité. On part pour écrire avec des petits bagages de 4 sous que les autres ont ficelés pour vous. On ne part pas dans la liberté. Il faut se faire confiance. Pourquoi? Vous faites confiance aux autres, vous faites confiance à l'amour, vous faites confiance au désir. Moi, je me fais confiance comme à un autre. Je me fais complètement confiance. Et c'est très bien d'être comme ça. Et puis beaucoup plus tard, je suis retournée rue Saint-Benoît, ça c'était après la Mans, elle a ouvert la porte, et là près du téléphone, il y avait une photo, et cette photographie représentait des pingouins, beaucoup de pingouins, sur une banquise, et elle m'a dit, tu vois, elle tutoyait tout le monde de toutes les façons, tu vois ces pingouins? Je dis oui, ces pingouins. Et alors, elle me dit, ben, ces pingouins, ce sont mes lecteurs de la Mans. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Et elle n'était pas un peu fière de montrer que ces lecteurs, c'était comme des pingouins qui étaient sur la banquise. Alors certains ont pris ça très mal, comme si c'était quelque chose qui ridiculisait ses propres lecteurs. Non, c'était une marque de respect et c'était aussi une espèce de fierté de montrer que elle, qui pendant de très nombreuses années n'a été lue que par un cercle d'initiés, ce qu'on a tendance à oublier en parlant de Marguerite Duras, tout d'un coup, avec l'obtention du prix Goncourt, a eu des milliers, des centaines de milliers. Elle a dépassé le million avec la publication de l'Amant. Et ben voilà, c'était ses pingouins, c'était ses lecteurs chéris. C'est dans la maison de Naufle que Marguerite Duras a tourné Jaune le soleil, puis Nathalie Granger avec Lucia Bose et Jeanne Moreau, et Le Camion avec Gérard Depardieu. Nathalie Granger, pour moi, c'est ça. C'est cette transparence-là, la transparence de la pièce en général. On croit toujours qu'il faut partir d'une histoire pour faire du cinéma, c'est pas vrai. Nathalie Granger, je suis complètement partie de la maison. Vraiment, tout à fait. J'avais la maison dans la tête constamment, puis ensuite, une histoire est venue s'y loger, vous voyez. Mais la maison, c'était déjà du cinéma. Et j'ai l'impression que si j'attends ici, si je m'enferme ici, les gens vont arriver. Ça fera un autre film. C'est pas raisonnable, je peux pas en faire 6-7 comme ça, la file. C'est ce que les gens me disent. Ils me disent que mes amis me disent quand même tu vas pas recommencer encore avec cette maison.
C'est-à-dire que les comédiens de Nathalie voulaient que marcher, enfin, voulaient un rythme pour toujours marcher dans la maison, du même pas. Et finalement, ce pas, c'était quelques arpèges que j'avais fait au piano et qui, petit à petit, se sont transformés et sont devenus, enfin, ce qui était pour le travail, vraiment uniquement utilitaire, est devenu la musique du film. J'ai touché des droits sur cette musique. C'est dans cette maison que Jean Mascolo, le fils de Marguerite Duras, a maintenant choisi de vivre. Le troisième lieu, que je dirais être plus le lieu du dernier cycle d'écriture de Marguerite Duras, c'est effectivement Trouville, les Roches Noires, l'horizon, l'illimité, la beauté de la mer, cette espèce de lieu de méditation où peut-être Marguerite Duras, en tout cas c'est ce que je crois, y compris dans l'écriture du dernier texte, c'est tout, que moi je trouve admirable, contrairement à certains critiques littéraires, c'est peut-être le lieu où elle rejoint la métaphysique, l'illimité, la philosophie, et puis la possibilité de comprendre ce que veut dire le fini de l'homme et l'infini du monde. Proust venait quelquefois dans cet hôtel. C'était la chambre 111 sur la mer. Ici, c'est comme si Swann était là, dans les couloirs. Le Grand Hôtel des Roches Noires se vend par appartement en 1959 et devient la résidence des Roches Noires. En 1963, Marguerite Duras y achète un appartement au 2e étage. L'endroit devient un lieu important de l'imaginaire durassien. J'ai toujours été au bord de la mer dans mes livres. J'ai eu affaire à la mer très jeune dans ma vie. Quand ma mère a acheté le barrage, la terre du barrage contre le Pacifique, et que la mer a tout envahi, et qu'on a été ruiné. La mer me fait très peur, c'est la chose au monde dont j'ai le plus peur. J'ai écrit l'Olvestein ici, dans cet immeuble-là. Et c'est après coup que ce lieu où j'ai écrit le livre est devenu un lieu du livre. Puisque l'amour qui fait partie du ravissement de l'Olvestein a été tourné ici. J'ai l'impression que quelquefois que j'ai commencé à écrire avec ça. Avec le ravissement de l'Olvestein, avec l'amour et la femme du Gange. Mais que l'écriture, l'amplitude de l'écriture a été atteinte avec le film. J'étais folle quand j'ai monté la femme du Gange. Quand j'ai trouvé les voix de la femme du Gange, j'étais folle d'angoisse. Mais c'est un lieu de l'angoisse. C'est peut-être mon Dieu. La mer est complètement écrite pour moi, c'est comme des pages, vous voyez, des pages pleines, vides à force d'être pleines, illisibles à force d'être écrites, d'être pleines d'écriture. En somme, oui, ça pose la question du cinéma, là, de l'image.
On est débordé par l'écrit, par le langage, quand on traduit, n'est-ce pas? C'est pas possible de tout rendre compte du tout. Dans l'image, vous écrivez tout à fait, tout l'espace filmé est écrit. Ça décuple, c'est au centuple l'espace du livre. Mais je n'ai découvert ça qu'avec La Femme du Gange, pas avec les autres films. Par exemple, c'est très rare que je me promène dans mon jardin, à la campagne, ou ici sur la plage, sans que je revive certaines choses incommensurablement lointaines. Ça m'arrive par bouffées comme ça. Et je me dis que c'est les lieux qui la recèlent, cette mémoire. Il y a une chose que je sais faire, c'est regarder la mer. Peu de gens ont écrit sur la mer comme je l'ai fait dans l'été 80. Voilà, c'est ça. La mer dans l'été 80. C'est ce que je n'ai pas vécu. C'est ce qui m'est arrivé et que je n'ai pas vécu. C'est ce que j'ai mis dans un livre parce que ça ne m'aurait pas été possible de le vivre. Toujours ce passage du temps dans toute ma vie, dans toute l'étendue de ma vie. Le 30 août 1980, un jeune homme, Yann Lemay, arrive de Caen et se présente aux Roches Noires pour rencontrer Marguerite Duras. Ce jeune homme, elle le baptisera Yann Andrea, puis Yann Andrea Steiner, puis l'homme atlantique. Il restera auprès d'elle jusqu'à sa mort en 1996. Il lui inspire le roman Agatha, qu'elle adapte pour le cinéma sous le titre Agatha et les lectures illimitées, tourné ici, dans le hall des Roches Noires. Yann Andrea va inspirer à Marguerite tous les textes de la dernière partie de son œuvre, les textes du cycle atlantique. Oui, je crois que nous nous sommes vus. Quand j'ai ouvert la porte, je vous ai reconnu, je crois que c'est ce qui a eu lieu. Vous êtes reparti après plusieurs jours. Alors, de même, pendant plusieurs jours ensuite, la ville a été plus sombre et la chambre a été désertée, pleine du trouble de votre absence, comme crevée par ce coup porté à sa solitude de toujours. C'est un homme très jeune. Il doit avoir l'âge que vous aviez ce jour-là, sur la plage. 23 ans, je crois me souvenir. Dès que je m'éloigne de Trouville, j'ai le sentiment de perdre de la lumière. Non seulement de la lumière droite du plein soleil, mais celle diffuse et blanche du ciel couvert et celle charbonneuse des orages. À la fin de l'été, en étant loin de cet endroit, je perds les ciels qui sortent de dessous l'Atlantique, ces ciels voyageurs, longue distance. À l'automne, je perds la brume de la pleine mer, le vent, les miasmes pétrolifères du Havre, l'odeur chimique. Quand on se lève tôt, on peut voir sur la plage vide l'épure parfaite des roches noires légèrement déportées vers le nord. Puis, avec les heures, l'ombre diminue en hauteur jusqu'à disparaître.